j'ai vraiment pu percevoir la valeur énorme à sortir de son bureau, à juste aller observer ce qui se passe sur des temps même courts et juste aller donner de l'intérêt aux collaborateurs, le questionner ou pas d'ailleurs, mais en tout cas l'observer et essayer de comprendre ce qui se passe dans son monde à lui. Bienvenue pour un nouvel épisode de Wall the Talk, l'émission qui met en avant des manageuses, si j'ai le droit de dire ça, qui prennent très au sérieux le développement à la fois de leurs clients et de leurs collaboratrices, leurs collaborateurs. J'ai la chance d'être avec Tiffany. Salut Tiffany. Bonjour Christophe. Merci de nous recevoir. Avec grand plaisir. On est chez JV Web, une agence de marketing en ligne. Tu vas potentiellement plus détailler JV Web. Le format de l'interview, 15, 20 minutes, 25 minutes. Ce qui m'intéresse, moi, c'est de comprendre ce que tu as dans ta tête. Donc, il n'y a pas de mauvaise ou de bonne réponse. Donc, l'idée, c'est de poser des questions. Et dans une autre vidéo, d'aller sur le terrain pour essayer de comprendre l'écart ou de voir ce que tu as dit, comment ça se traduit sur la réalité. Ça te va comme concept ? Ça me va très bien. Super. Peut-être tu peux déjà te présenter et dire qui tu es et ce que tu fais. Oui, donc Tiffany, j'ai un peu plus de 20 ans d'expérience en RH, une quinzaine d'années en dehors du monde lean, 6 ans dans le monde lean, et j'ai un parcours très cohérent, j'ai toujours fait des RH, voilà. Et j'ai toujours voulu faire des RH, c'est une vraie vocation, voilà. Donc j'espère que vous avez compris, Tiffany est RH. Est-ce que tu peux déjà décrire ce que, pour toi, qu'est-ce qu'un RH ou une RH ? C'est celui qui va, ou celle qui va peut-être être garant en grande partie du bien-être au sens global du collaborateur, au sens lui donner les moyens de réussir, au sens également plus... je m'exprime pas très bien. Au sens également plus matériel, c'est-à-dire être sûr qu'il soit dans des bonnes conditions de réussite, que ce soit en termes de compétences, qu'au niveau technique, logistique et matériel. Ok. Voilà. Qu'est-ce que tu penses de tous ces postes de Chief Happiness, blablabla. Qu'est-ce que tu penses de tout ça, toi ? Alors, je pense que c'est... Alors, comment dire ? Je ne crois pas du tout qu'une seule personne représente le bonheur au travail et le bien-être du collaborateur au travail. Cette question du collaborateur au travail et du fait qu'il soit bien est éminemment collective et repose sur un ensemble de managers et de team leaders et une seule personne n'est pas garante de ce truc-là. Donc je ne vois pas, moi, bien l'intérêt d'avoir quelqu'un qui soit en poste unique sur une question de CHO. En revanche, le RH / le CHO permet de piloter l'activité au niveau global et ces questions-là et a le fait de mettre de l'intention sur le bien-être du collaborateur est essentiel, que ce soit par le biais du RH ou par le biais d'un CHO. C'est bien d'avoir précisé au démarrage qu'il n'y avait pas de bonne et de mauvaise réponse. On est plutôt là pour réfléchir et s'améliorer dans notre activité. Donc, on ne déclare pas la guerre à tous les CHO, mais par contre, on est preneur avec Tiff de discuter avec qui veut pour s'intéresser, parce que c'est vrai qu'on prend très au sérieux le développement des gens. Et donc, je pense que c'est un très très bon sujet d'étude. Comment se porte le marché de l'emploi ces temps-ci ? Il est tendu. Il y a beaucoup d'offres, beaucoup de postes à pourvoir, un secteur d'activité, le nôtre, dans le digital, qui est très porteur et qui se développe très bien, des bons profils qui sont un peu pénuriques, donc recruter, c'est difficile. Objectivement, recruter est difficile, et recruter est particulièrement difficile depuis environ 2 ans. Peut-être 3, mais je dirais post-Covid en tout cas, que les attentes des candidats aussi évoluent. Voilà, donc on a des candidats qui sont plus exigeants sur certains aspects, un marché du travail où on a beaucoup de concurrents, beaucoup de gens qui veulent recruter les mêmes profils, donc il faut se battre, il faut mettre en valeur énormément notre marque employeur, et le développement des gens est un des axes majeurs pour attirer les candidats chez nous aujourd'hui. C'est devenu l'élément clé de nos annonces et de notre discours en entretien de recrutement.
Ok, donc c'est pour toi un élément hyper différenciant. Ultra différenciant. Alors peut-être pour ceux qui ne savent pas, on a déjà fait un podcast, une vidéo sur JVWeb. Donc JVWeb est une agence. Combien de personnes chez JVWeb ? Alors au niveau monde, on va être 90. 90. Voilà, à Montpellier, on est 65. 65. Profil Google Ads, profil référencement naturel et social media. Essentiellement, plus plein d'administratifs, mais voilà, essentiellement. Ok, d'accord. Donc, et là, on est physiquement sur Montpellier. Sur Montpellier, ok, d'accord. Tu parles de développement des collaboratrices, des collaborateurs. J'ai envie de te dire, bah oui. Évidemment. Donc, tu vois où je veux en venir. Bah oui, tout le monde s'intéresse au développement des gens, tout le monde fait de la formation, etc. Qu'est-ce qui concrètement est différent chez toi et chez JVWeb ? Dans l'ordre, je dirais presque chronologique de la vie d'un collaborateur, on a déjà une batterie d'exercices en entretien de recrutement qui nous permettent en partie, ou en tout cas de sécuriser la question de la capacité d'apprentissage, parce que tout le monde se dit capable et a envie d'apprendre. En réalité, c'est pas toujours le cas, parce qu'apprendre, ça me demande un effort, et un effort dans la durée que certaines personnes ont pas envie de faire. Donc déjà, sur la partie entretien, je pense qu'on est très très différent de ce qu'on trouve chez les autres agences notamment. Ensuite, lorsqu'ils intègrent l'entreprise, ils bénéficient d'un plan de formation pendant 2 mois, durant lesquels on va leur donner toutes les bases et toutes les clés pour gérer au mieux leurs premiers clients. Et à l'issue de cette formation de 2 mois, on va très progressivement leur confier des clients pour qu'ils puissent produire des pièces et des choses de plus en plus compliquées, qui puissent apprendre, se développer et être le plus serein possible dans la gestion de leur portefeuille. Donc ça, c'est toute la première année, on va dire, à peu près. Ensuite, au bout d'1 an et demi, on a un système de up qui a été créé, qui va leur permettre non pas de venir négocier des augmentations annuelles comme dans une entreprise lambda, mais véritablement de faire valoir des compétences acquises. Et une fois qu'ils ont acquis ces compétences-là, ils vont pouvoir prétendre à passer un niveau. Et donc à avoir une augmentation salariale, mais surtout à pouvoir gérer une autre typologie de clients, peut-être des clients un peu plus stratégiques, un peu plus challengeants, etc. Donc on a 4 ups qui nous permettent d'aller essentiellement vers le poste de team leader, mais on a d'autres postes possibles dans la société. Okay. Ce système de up, c'est vraiment ensuite ce qui va tirer le développement des compétences des collaborateurs. Et ça n'existe nulle part, objectivement. Voilà. Okay. Donc, pour ceux qui nous écoutent, je ne sais pas si vous avez ressenti l'émotion de Tiffany, mais par contre, ceux qui nous voient, vous faites pause, revenez en arrière, voyez les yeux de Tiffany. Ouais, c'est vraiment... elle est hyper fière. Je trouve ça génial. Alors moi, tu sais, je suis accompagné par une équipe et on me dit, Christophe, il faut que tu cites d'autres podcasts, d'autres vidéos parce que c'est hyper important, etc. Donc on a vu déjà Sylvain de JVWeb et je pense que c'est l'illustration parfaite d'Anahem qui progresse dans l'entreprise. C'est ça le système de up, c'est la progression. C'est exactement ça. Et on a vu aussi Patrick chez Burger King qui lui voit le rôle du manager comme un révélateur de talent. Et j'avais trouvé ça extrêmement intéressant de se dire le manager n'est pas là que pour dire aux gens quoi faire, mais il est aussi là pour soutenir le développement des personnes. Complètement. Est-ce que c'est la même chose chez c'est complètement ce qu'on cherche à réussir. Je ne dis pas qu'on y arrive à chaque fois, mais c'est complètement ce qu'on cherche à réussir. L'idée, c'est de dire on a un niveau minimum de compétences à avoir, au-dessous duquel on dérogera pas. Il va falloir être au minimum à ce standard-là de compétences. Mais une fois que c'est acquis, non seulement tu as la possibilité, et on va même pousser ça, tu peux challenger nos pratiques professionnelles, mais surtout derrière, on va essayer non pas de mettre tout le monde au même niveau, mais juste de développer les compétences pour lesquelles le collaborateur est le meilleur. Par exemple, et c'est exactement ce qui s'est passé pour Sylvain, il avait une vraie compétence, une vraie appétence pour le commercial et la gestion de relations clients, et on a réussi tous ensemble progressivement à l'envoyer sur ces missions-là de sales, et aujourd'hui team leader sales, parce que fondamentalement c'est là où il s'éclatait le plus, c'est là où il était le meilleur, et ça répondait aussi à un besoin de l'entreprise. Et on dit souvent qu'on cherche à créer des équipes d'Avengers et pas de collaborateurs tous identiques. Ah, Avenger, pour ceux qui nous regardent. Potentiellement mon Avenger à moi. C'est qui ? Regarde. Ah, je sais pas. Qu'est-ce que les personnes qui nous écoutent sont des entrepreneurs, managers, manageuses. Comment tu gères le cas
où tu as fait progresser quelqu'un dans une direction et tu te rends compte, alors toi et le team leader et le manager, que finalement c'est une voie qui convient pas à la personne. C'est un truc qui revient régulièrement, ce côté j'ai amené la personne, ces fameuses niveau d'incompétence. Tu vois ce que je veux dire. Donc, comment tu gères ce cas-là? Et je pense que les gens qui sont en face de nous seront hyper intéressés, quoi. Il y a plusieurs paramètres, il y a plusieurs façons de gérer ça, et c'est pas binaire, c'est pas des cas simples à gérer. Déjà, le système de up et de progression nous permet de nous protéger beaucoup de ce biais-là. Ok. Parce qu'en fait, au fur et à mesure des up, ils doivent nous faire valoir leurs compétences, mettre en valeur ce qu'ils savent faire le mieux, et ça nous permet, je dirais, d'éliminer les risques, de l'envoyer sur des missions pour lesquelles il n'est pas compétent ou sur lesquelles il n'a pas envie d'aller, le collaborateur. Donc voilà, ça c'est un premier, on va dire, filtre, c'est le système de up. Ensuite, ce qu'on va avoir, c'est des retours en arrière possibles. Alors, j'aime pas dire ça parce que c'est pas en termes de rétrogradation, mais c'est-à-dire on va être le plus agile possible pour les faire changer de mission ou bifurquer si on voit qu'il y a quelque chose, un frein ou une difficulté quelconque. Donc ça, on est complètement... Comme on suit le collaborateur pratiquement au quotidien, en tout cas son team leader le suit au quotidien, la RH, le manager sont très souvent sur le terrain aussi, on arrive normalement à spotter la difficulté le plus en amont possible et pas être confronté à la chose et à pas savoir comment réagir. Normalement, on est vraiment dans l'anticipation et on voit que la chose va dévier. Ok, d'accord. Je sais pas si je suis clair. Si, moi ce que je comprends, c'est que vous avez une forte intensité de prévention, c'est-à-dire le fait d'être en contact en permanence avec la collaboratrice ou le collaborateur. Je suis plus au proche de ses compétences, appétences, aspirations, etc. Et j'ai moins de chances, moins de risques de l'envoyer dans une direction qui n'est pas la sienne, c'est ça? Oui, d'autant que chez nous, à un titre d'exemple pour les RH éventuellement qui nous écouteraient, on n'a pas d'entretien annuel. Dans une entreprise classique, tu as un entretien qui va te permettre, en théorie, de valider l'année précédente et de projeter l'année suivante, enfin ce que va donner l'année suivante. Nous, on a complètement banni ça et on a un système d'entretien dont le rythme et le contenu vont s'adapter à notre collaborateur, à son développement, à ses difficultés, à ses points forts aussi. Ça va nous permettre d'être constamment sur le terrain et constamment au bon rythme, dans la façon dont on va le suivre et dont on va pouvoir l'accompagner en réalité. Et ça va complètement avec ce que tu dis, ça va nous permettre de sécuriser ces évolutions de poste et d'être au plus près de ce qui se passe vraiment en réalité tous les jours sur son poste de travail. Ok, cool. De quoi tu es le plus fier? Ça fait combien d'années que tu es chez 6 ans. 6 ans. De quoi tu es le plus fier chez JVWeb, de ce que tu as mis en place? En tant que RH, objectivement, aujourd'hui, c'est la partie recrutement. On carbure. Je n'ai jamais vu une boîte qui arrive à faire ce qu'on a réussi à faire collectivement avec les managers, les team leaders, avec Jonathan le dirigeant. Je pense qu'on est sur un processus de recrutement et une finesse dans l'analyse de ce qu'on fait, de ce que font les candidats, qui est vraiment extrêmement abouti. Et je dis même, je recrute pas, je fais de l'ingénierie de recrutement. On est dans un niveau de détail qui est vraiment extra. Alors ça n'évite pas qu'on ait des erreurs de casting. On désacralise. On a toujours des erreurs de casting, c'est de l'humain, mais on va vraiment être je trouve très performant là-dessus. Ok, d'accord. En termes de qualité et de délai. Ok, je vois ton métier comme de la vente. Oui. Je dois recruter de nouveaux clients, mais je dois fidéliser, recruter des nouveaux talents, et je dois fidéliser mes talents actuels pour pas qu'ils partent. Tu es d'accord avec Complètement. ça? Comment tu fais pour fidéliser tes talents actuels? Donc il y a ce système de progression. Alors il y a ce système de progression. Il y a le fait qu'on va leur donner aussi énormément d'autonomie dans la résolution de problèmes. On va chercher à faire en sorte qu'ils aient eux-mêmes la flamme, eux-mêmes envie d'améliorer, de s'améliorer, de progresser, de faire progresser l'entreprise. Ça, c'est une façon de les fidéliser également. On va également leur donner des sujets d'apprentissage qu'ils vont normalement choisir eux-mêmes. Dès lors que ça répond à un besoin de l'entreprise, ils vont pouvoir aller creuser et aller apprendre à faire de nouvelles choses et de nouveaux gestes par eux-mêmes. Tout ça, c'est pour garder l'intérêt pour son quotidien, garder l'intérêt pour son poste de travail et également pour pouvoir sortir de son quotidien par des sujets d'apprentissage plus globaux, plus compliqués, plus peut-être stratégiques aussi pour l'entreprise, etc. Okay. Ça va nous permettre aussi de les fidéliser. Ok.
Très intéressant. C'est quoi tes challenges du moment ou les challenges de l'année? Principal challenge, ça va être de suivre cette croissance, parce que vous avez vu Sylvain, ça envoie, donc il faut que derrière on ait les ressources nécessaires, et il y a beaucoup de volume, donc ça va être les délais et la qualité des recrutements. Ça, c'est un premier challenge. Et le deuxième challenge, aujourd'hui, on a un gros travail qui est mené avec l'un des managers principaux, Nicolas, sur comment identifier et comment visualiser qu'un collaborateur est OK, va bien. Et ça veut dire quoi? Aller bien. Et comment on réagit si ça ne va pas bien. Voilà. Donc on a un gros travail en ce moment qui est mené pour vraiment être sur les notions de climat sociaux, de turnover, de prod pur et dur. Voilà. On est sur toutes ces questions-là avec Nicolas. Ça marche. Il n'y a pas de questions pièges, donc pour ceux qui ne le savent pas, j'ai préparé une liste de questions et certaines je te les ai envoyées, d'autres non. Donc tu le ressens que je t'ai posé des questions que tu n'étais pas préparé. Normal, hein, donc regardez le côté un peu spontané. Prête à tout. T'es prête à tout. Comment on aborde le post-Covid moi, j'y connais rien, vraiment. Donc c'est une question pour vraiment comprendre. Comment tu abordes la notion de post-Covid, la notion de remote, la notion de sens, etc. Parce qu'on parle beaucoup de ça ces temps-ci. Comment tu abordes ce sujet-là, toi? Comment j'aborde ce sujet-là? La première source d'information pour moi, c'est ce que me remontent les candidats en process de recrutement, c'est leur niveau d'exigence sur ces questions, notamment de remote, de sens au travail, de valeurs, d'écologie, etc. Donc ça va être mon premier, je dirais, indicateur du marché. Et après, des attentes extrêmement importantes sur ces questions-là, un an après le Covid, c'est quand même globalement, à mon avis, il y a une rediminution de ces attentes-là. Il y a la réalité du marché du travail qui fait que les candidats ont rebaissé un petit peu leur niveau d'exigence sur ces questions-là. Voilà. Donc je l'aborde essentiellement par les candidats et ensuite on essaye d'y répondre ou pas. Sur les questions de remote, on a fait beaucoup de progrès. On a choisi de ne pas aller très loin non plus sur les volumes et tout, pour favoriser le travail d'équipe et favoriser les échanges et justement être sur le terrain et voir les gars bosser. Donc voilà, on s'est positionné comme on a pu sur tous ces sujets-là. Ok, d'accord. Et donc ce que je ressens, c'est ce que tu dis depuis tout à l'heure, c'est le fait d'être au plus proche du collab nous permet de détecter, d'anticiper, c'est ça, etc. Et donc c'est pour ça que je ressens le oui pour le remote, mais pas totalement, parce que complètement. Tu perds de vue et potentiellement tu as ces voies complètement. Des mauvaises voies, etc. D'orientation. Ok, cool, merci beaucoup. On pratique le Lean tous les deux, donc depuis pas mal d'années. Ta définition du Lean, c'est quoi? Oh là là, je sais qu'il n'y en a pas qu'une. Heureusement. Alors, ma définition du Lean, ça va être de globalement pouvoir brancher un système d'apprentissage sur un système de production. Et pour moi, on est vraiment là-dedans. Et en tant que RH, pour moi, c'est vraiment ça. C'est comment je développe les gens pour, in fine, que l'entreprise fasse de la croissance. Mais par l'action de développer les gens. Ok, d'accord. Donc tu vois un lien assez clair entre croissance de l'entreprise et développement des gens. Je vois un lien absolu entre croissance de l'entreprise et développement des gens. T'as un exemple ? J'ai un exemple, j'en ai plein, mais des exemples, ça va être des gens qui ont envie de se lancer sur... par exemple, nous, sur notre offre, il y a des gens qui sont plus près du terrain et qui vont nous dire ça, les clients nous le demandent de plus en plus, ça, c'est l'avenir, ça, faut aller sur le sujet, etc. Dans une entreprise lambda, ça remonterait pas forcément, ce genre de choses. Nous, ça remonte par plein de vecteurs, ça remonte au niveau du comité de direction et ça nous permet de comprendre ce qui est en train de se passer sur le terrain et de faire éventuellement évoluer notre offre en proposant des nouveaux services ou en se diversifiant. Typiquement, ça permet aux collaborateurs ensuite de s'emparer de ce fameux sujet et d'aller apprendre, progresser et éventuellement développer l'offre chez JV Web. Okay. Cette espèce on appelle ça de l'intrapreneuriat en RH. Cet entrepreneuriat-là, on ne le voit pas partout. Il y a vraiment une capacité à écouter le terrain, à le remonter et après à leur filer des projets qui semblent aux collaborateurs intéressants. Aujourd'hui, on en a qui bossent sur les questions de notoriété. Enfin, on a plein de sujets comme ça qui sont récupérés par les collaborateurs. Ok, donc il y a un espace donné aux personnes pour pouvoir explorer des sujets qui à la fois les font vibrer et en même temps ont un intérêt entreprise, bien sûr.
Moi, comme tu dis, tu as raison, il y a pas mal de définitions du lean et je suis pas sûr qu'on ait tous raison, etc. Moi, j'ai envie de dire qu'aujourd'hui, le lean, c'est apprendre à changer d'avis sans trop se faire mal. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Oui, complètement. La dernière fois que tu as changé d'avis sur ton métier de RH j'étais pas prête à cette question. Bien sûr. La dernière fois que j'ai changé d'avis sur mon métier de RH, alors je vais pas te le temporiser, mais te le mettre dans une timeline, mais par contre, ce qui m'a... J'étais absolument persuadée que la place de la RH était globalement, je caricature un peu, mais dans un bureau. En tout cas, j'étais persuadée que pour faire mon job et que pour faire bien mon job, j'avais pas besoin nécessairement d'aller m'asseoir à côté d'eux et de comprendre comment ils travaillaient. Et je me sentais pas du tout légitime à m'asseoir et à regarder ce qui se passe. Et j'étais même réfractaire au départ à faire ça. Et c'est vrai que bon, il s'est passé plein de choses et j'ai été accompagnée sur ces questions-là et j'ai mis en voilà. Et aujourd'hui, j'ai une routine vraiment et j'ai vraiment pu percevoir la valeur énorme à sortir de son bureau, à juste aller observer ce qui se passe sur des temps même courts et juste aller donner de l'intérêt aux collaborateurs, le questionner ou pas d'ailleurs, mais en tout cas l'observer et essayer de comprendre ce qui se passe dans son monde à lui. Et en fait, en tant que RH, ça donne un pouvoir qui est extraordinaire dans l'entreprise parce que ça va nous permettre, bon, d'une part de mieux recruter, ça c'est une évidence, mais d'autre part derrière d'avoir une vision globale de ce qui est en train de se passer et des enjeux globaux RH de l'entreprise sur plein d'aspects en fait. Donc la dernière fois vraiment que ça a été très, très game changer pour moi, le lean, c'est ça. C'est si il faut que tu ailles voir le terrain, mais tu vas voir, ça va t'être super utile. Tu croyais que tu le faisais, mais je le faisais pas. Pas comme ça, c'est une évidence. Tu croyais que je le faisais, et depuis, c'est de l'or en barre. Et en plus, quand on me parle, je comprends ce qu'on me dit. C'est un détail, mais je sais de quoi il parle quand il parle. Même quand ça ne me concerne pas, moi, en tant que RH directement, les problématiques de Sylvain, je sais de quoi il parle. Enfin, voilà, je comprends ce qui est en train de se passer. J'aimerais te faire un cadeau, Tiff. Oh oui. La casquette Wall the Talk. Merci. Est-ce que tu sais qu'en anglais ce que veut dire Wall the Talk? Non. Non. Je t'en prie, explique-le-moi. J'ai une définition de Wall the Talk, mais je sais pas si c'est la bonne. C'est dis quelque chose et fais-le. Et derrière, il y a une inscription. Est-ce que tu la vois? Oui. Gemba. Oui. Qu'est-ce que le Gemba? Ma définition? Ouais. C'est d'aller sur le terrain, d'aller voir ce qui se passe. Ok, d'accord. Sans juger. Sans juger, pour observer. Oui, pour comprendre. Donc c'est un peu ce que tu viens de dire il y a 30 secondes. C'est pour ça que j'ai fait cette casquette. Super. Cette casquette, c'est l'atelier de la casquette, une boîte montpelliéraine qui fabrique des casquettes en France et qui a eu le privilège. Et là, on les remercie de nous avoir fait des casquettes et j'aimerais te le faire. Avec grand plaisir. Merci, je la mettrai au prochain Gemba, je te ferai une photo. Voilà, c'est gentil. J'ai une petite dernière question pour toi. Oui. Qu'est-ce que c'est? Alors, j'ai la chance d'être allée au Japon. Donc je sais, c'est un daruma. Et pour ceux qui... Alors, c'est vrai qu'il y a des gens qui nous écoutent, et il y a des gens qui nous regardent. Donc pour ceux qui nous écoutent, j'ai une petite statuette qui est sur la table et ça s'appelle un daruma. Est-ce que tu peux expliquer le sens du daruma? La version basique. Ta version à toi. Ma version à moi, c'est que ça va être un genre de porte-bonheur. On va lui maquiller un œil lorsqu'on aura un projet ou un vœu ou lorsqu'on a décidé d'un but qu'on cherche à atteindre et lui maquiller le second œil une fois qu'on aura atteint notre objectif, que le vœu se sera réalisé ou qu'en tout cas on aura avancé sur le projet de façon significative. Cool. Est-ce que tu as un daruma? Oui, j'ai un daruma dont l'œil est coloré. C'est le mien? Non. J'ai cru. Alors là aussi, ceux qui vont voir la vidéo vont ressentir l'énergie de quoi? T'as piqué mon daruma dans mon bureau. Est-ce que ça se partage un daruma? Non. Cool. Non, pas du tout. Ne partage pas ton daruma. Exactement. Par contre, quand même, ma dernière question, c'est quoi ton enjeu pour toi perso? Mon enjeu pour moi perso, c'est de... Parce que ça fait combien d'années que tu disais que tu fais de la RH? Trop, non je plaisante. Ça fait 20 ans, je pense quasiment maintenant. Donc comment on arrive après 20 ans à toujours être passionné? À toujours être passionné. Parce que je ressens beaucoup la passion, la fierté, etc. Donc c'est quoi ton... Honnêtement, c'est un peu basique, mais mon moteur, c'est clairement les échanges humains et les collaborateurs. Et on est sur un terrain de jeu qui est juste infini. Et le fait également qu'il y ait beaucoup de variabilité en fonction des gens avec qui tu t'adresses, ça me passionne énormément. De ne pas être en maîtrise tout le temps des échanges humains et de ce qu'on cherche à faire et des échecs en fait qui vont se présenter à nous. Donc ça, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, au bout de 20 ans, je continue à vraiment m'éclater dans le boulot. Et mon challenge perso, c'est de continuer à progresser
Je me suis rendu compte vraiment sincèrement avec le Lean il y a 6 ans que j'avais encore plein de trucs à apprendre en fait, et que la façon dont je le faisais était probablement déjà pas trop mal, mais qu'on pouvait faire mieux et qu'on pouvait aller creuser certains aspects. Et j'ai vraiment l'impression que le Lean nous permet d'avoir un terrain de jeu un peu infini et des axes de progression un peu infinis. Donc mon enjeu à moi, c'est de sortir du run et de m'obliger à prendre des temps pour apprendre à faire des nouvelles choses. Ok. Voilà. Cool, génial, je te remercie. Merci infiniment. beaucoup. Moi je repars quand même avec pas mal de choses, grâce à toi, merci. Je repars quand même avec cette notion de... Alors je sais pas si j'ai totalement compris, mais vous vous concentrez beaucoup quand même sur les forces des gens. Oui. Ça veut pas dire que... Je suppose que vous ne regardez pas les points faibles, mais par contre vous recherchez beaucoup les points forts, et tu as parlé d'Avengers qui me touche beaucoup, pour faire en sorte que les gens soient à la fois bien, se développent, et en même temps que ça aille dans la direction de la boîte. C'est exactement ça. T'es d'accord avec ça? Le deuxième truc que je trouve très très intéressant, et vraiment je vous invite à réécouter ce que Tiffany a dit, c'est que tu as compris qu'il fallait que tu ailles sur le terrain et que tu quittes ton bureau pour être au plus proche des collabs. C'est vrai que je t'ai pas posé la question de comment c'est perçu ce geste-là. Alors aujourd'hui, sincèrement, je pense extrêmement bien, parce qu'en fait, ça les valorise. Moi, je l'ai jamais fait. Je m'interdis catégoriquement de juger ce que je suis en train de regarder et d'évaluer les gars à ce moment-là. Je suis pas du tout là pour évaluer la qualité de ce qu'ils sont en train de faire ou la façon dont ils sont en train de le faire. Et je pense que ce regard bienveillant, aujourd'hui, il est acquis pour eux. Et aujourd'hui, quand je leur dis que je veux faire un Gemba, c'est toutes les semaines. Quand je leur dis que je veux faire un Gemba, j'en ai jamais aucun qui m'a, là depuis 4-5 ans, vraiment jamais aucun qui a eu des doutes, qui a eu des inquiétudes, plus du tout. C'est devenu complètement naturel pour eux. Ok, d'accord. Ouais, complètement. Surtout que j'essaye normalement de les débriefer à chaque fois et de leur dire voilà ce que j'ai vu, voilà ce que ça m'a interrogé, est-ce que je peux discuter avec avec ton team leader. Normalement, j'essaie de les débriefer à chaque fois. Ok, donc pour ceux qui ne sont pas encore Gemba, c'est là où la valeur se crée. Et donc c'est d'aller sur le terrain. Et ce que tu dis qui est hyper important, c'est que tu vas pas pour juger, tu vas pas pour vérifier, mais tu vas pour comprendre. Complètement. Et ça, c'est hyper intéressant. Et le troisième point, et je verrai avec Jonathan tout à l'heure pour la visite, j'aimerais bien aussi le voir, c'est que j'ai l'impression que vous avez mis quand même une intensité assez folle sur le rôle du team leader, manager et chargé de compte, je sais pas comment vous les appelez, sur le fait d'être toujours en contact avec lui pour pouvoir comprendre ce qui va pas et éviter la dérive. Et éviter c'est que énorme. La personne, et ça, t'as dit que c'était game changer. Oui, cette création de fonction de team leader avec le hand-on aussi, enfin le fait qu'ils doivent systématiquement s'arrêter pour répondre aux questions, pour faire progresser de leur propre équipe. Pareil, créer un climat de confiance qui est extrêmement important avec les collaborateurs et auquel on tient beaucoup. Et aujourd'hui, la fonction pilier chez nous, c'est team leader. Il n'y a même pas de débat. Chez nous, c'est la fonction la plus importante car c'est vraiment eux qui vont être au plus près de ce qui se passe et vraiment au quotidien, ils vont pouvoir aider, accompagner et développer leurs collaborateurs. Oui, c'est la fonction clé chez nous. Ok. Merci infiniment. Avec plaisir, merci à toi. Est-ce que tu as passé un bon moment? Très bien. Bon, tu reviendras. Est-ce que tu as passé un bon moment, Christophe? J'ai passé un super bon moment. Alors c'est parfait. Que vous aussi, vous avez passé un bon moment. Je vous dis à la prochaine pour un prochain numéro. Bye bye. Au revoir.